Bienvenue à notre revue qui s'appelle Revue technique des marchés, comme d'habitude, avec Laurent Albi, le président de l'AFAT, l'Agence française d'analyse technique, et BNP Paribas. On est content d'être avec vous. On a eu plein de questions et on est très heureux de regarder tout ça avec vous. Voilà, Laurent, tu es content d'être là? Tout va bien? Très heureux. Une bonne semaine? J'ai passé une très bonne semaine. Je suis très heureux de vous retrouver tous, de te retrouver, Falco. Effectivement, on a eu beaucoup de questions, comme d'habitude d'ailleurs. Ça y est, on a notre groupe de fans qui nous suivent et qui nous posent beaucoup de questions sur les marchés. C'est normal, hein. On vit une époque absolument passionnante avec le retour de la volatilité, la remontée des taux d'intérêt, fin de cycle ou pas sur l'économie américaine, l'Europe qui continue de sous-performer, l'euro qui continue de monter. Enfin, vous voyez, on a vraiment beaucoup de sujets actuellement qui animent les marchés donc financiers. Et donc, c'est normal que vous soyez tous là à nous poser des questions pour savoir ce qui se passe sur Valourec, sur Ingenico, sur les valeurs de la tech aux États-Unis qui continuent de cartonner. Donc, on va répondre, on va essayer ensemble de répondre à tout ça. Alors, il faut partager mon écran. Oui, je vais faire ça tout de suite. Pour que tout le monde puisse voir le sommaire de ce jeudi 22 février. L'écran est à toi. Alors, attendez, je vais le partager. Vous devriez maintenant le voir. Oui. Revue technique des marchés, donc offerte par BNP Paribas et la FAT. Revue donc qui va commencer comme d'habitude maintenant avec l'analyse rapide du S&P. Pourquoi regarder chaque semaine le S&P? Parce que c'est vraiment l'indice directeur. On a bien vu que quand il baisse, il fait baisser l'ensemble des marchés. Donc, c'est important de savoir, premièrement, s'il est toujours dans une tendance haussière de moyen long terme, de savoir quels sont les niveaux de retracement qui peuvent contenir la baisse, savoir s'il peut rebaisser plus, savoir s'il baisse plus, est-ce qu'il va remonter? Enfin, vous voyez toutes les questions que se posent tous les gérants, les institutionnels, pour savoir un petit peu ce qu'il convient de faire en ce début d'année pour 2018. On va regarder également le CAC 40, ça aussi, vous savez, hein, c'est une vieille habitude que nous avons prise ensemble en hebdo et en daily pour voir où est-ce qu'il en est, notre indice parisien. On va faire un focus cette semaine sur le secteur de la technologie américaine, parce que d'abord, on a eu des questions sur ce secteur. Et puis, souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait un petit peu d'analyse sectorielle aux États-Unis. Pour ceux qui n'étaient pas présents avec nous, je vous rappelle très rapidement ce qu'on a dit. Eh bien que le secteur de la techno, le secteur des financières et de la consommation cyclique était en surperformance et que par conséquent, pour moi, ce ne sont pas des secteurs qui surperforment quand on est à l'aube d'un marché baissier. Autrement dit, j'interprète ce qui s'est passé la semaine dernière comme une correction qui va peut-être annoncer une consolidation plus large, mais en tout cas, on va regarder ça ensemble. Il devrait y avoir une nouvelle hausse, une nouvelle jambe de hausse, une nouvelle impulsion haussière, et on va regarder pourquoi ensemble tout à l'heure. En tout cas, les secteurs nous disent que ceux qui sont cycliques sont toujours favorisés par les investisseurs, autrement dit, un appétit pour le risque qui demeure pour le moment, même si effectivement, je pense que la volatilité est de retour et que ce que nous avons vécu les derniers mois, même pendant toute l'année 2017 au niveau de la vol, c'était une anomalie. On retourne maintenant sur des niveaux de vol qui devraient être plus élevés, mais qui sont également normaux dans un marché haussier. On regardera ensemble ça tout à l'heure. Alors maintenant, sur les actions, on embraye directement sur Netflix et Red Hat, qui sont donc dans le secteur de la techno. Ingenico, qui s'est pris un gadin monumental aujourd'hui avec le marché qui a été déçu par les chiffres annoncés par l'entreprise, un gap baissier monstrueux. On va regarder ça tout à l'heure. Le secteur de l'énergie, Valourec, qui est malmené, Total qui ne fait pas grand-chose, mais vous avez envie qu'on regarde ça ensemble, donc on va le faire. Corian, dans le secteur de la santé, demandé par Pierre, on va regarder ça ensemble également. Danone par Michel, on va regarder ce que fait le titre. Il est sur un niveau intéressant. On va regarder pourquoi tout à l'heure. C'est Daniel qui veut qu'on regarde ensemble Deutsche Börse. On va le faire tout à l'heure. Secteur financier, je le rappelle, qui est très fort en Europe. Deutsche Börse qui est vraiment… Comment on prononce Deutsche Börse en allemand? Bourse? Non, Deutsche Börse. Deutsche Börse, chers amis, Deutsche Börse, secteur financier et qui est dans un trend haussier extrêmement puissant
Vous n'allez pas être déçus. Et puis, on terminera avec le secteur de la consommation cyclique, les médias aux États-Unis, avec Viacom, qui est dans une tendance de long terme baissière, mais qui est sous une résistance. Il pourrait y avoir une jolie surprise. En tout cas, on va voir ensemble ça tout à l'heure. Et Laurent, tu me permets d'ajouter à Oui. tout ça, il y a Marie qui demande, question à Laurent tout à l'heure, donc on va le regarder si on attend à la fin. Pourquoi le DAX est-il en retard par rapport au CAC, pas rejoint 38% Fibonacci? Voilà, c'est une question, peut-être plus tard. L'euro-dollar, où est-ce qu'il y a rien à signaler, dit Pascal, en fait. Donc, l'euro-dollar, est-ce qu'on reste en tendance haussière ou pas? Ouais, Eurofins pour Loïc. Et encore Marie, la même que Madame Fibonacci, qui voudrait savoir sur Volkswagen rebond aujourd'hui sur support 161. Bon. Donc, à voir plus tard. On commence avec le sommaire. Voilà. Je dois au risque de vous décevoir, cher Marie, je suis obligé de vous dire qu'il y a un ordre. C'est les premiers qui font les questions, qui sont auxquelles on répond. Oui. Donc, on va garder le sommaire, Marie, tout de suite. Et puis, si on a un petit peu de temps à la fin, on ira regarder le retard du DAX, que vous avez raison de remarquer. Marie, soyez pas trop déçus. Vous connaissez notre email auquel vous pouvez faire des demandes dans la semaine. Comme ça, on peut préparer ça en tranquillité. Mais bon, on va se dépêcher. Peut-être il y a une chance pour Marie et Volkswagen. On y va. Allez, on ne perd pas de temps. On ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Le S&P, chaque semaine, on regarde ensemble les niveaux de retracement, court terme, moyen terme, long terme. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le long terme, parce qu'en fait, ce qui intéresse les investisseurs, c'est de savoir s'ils peuvent encore ou pas se positionner sur les valeurs américaines. Il y a deux éléments contre ce positionnement. Premièrement, c'est qu'on est en fin de cycle économique et boursier. On a quand même pas mal monté depuis 2009. Je ne sais pas à quel moment se terminera ce cycle haussier sur la bourse américaine. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est plus près du bout que du début. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, par ailleurs, vous l'avez tous entendu à de nombreuses reprises ces dernières semaines, on parle de la cherté des actions américaines, ce qui encourageait plusieurs opérateurs à conseiller de se rabattre sur les actions européennes parce qu'elles sont moins chères, parce que nous sommes en retard sur le cycle et que le potentiel de rattrapage est plus important. Alors, pour le moment, on ne voit pas tout ça. On voit, comme je vous le disais, un secteur techno qui reste fort, un appétit qui reste indéniable pour les valeurs américaines. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que quand les indices américains montent, les indices européens, ils ne font pas grand-chose. Et quand les indices américains baissent, eh bien, les indices européens s'empressent de leur emboîter le pas. Donc, on a vraiment une sous-performance qui a duré pendant toute l'année 2017 et qui continue d'être significative aujourd'hui. Et donc, la question, c'est de savoir que nous dit le marché américain et est-ce qu'il y a encore du potentiel de hausse. Alors, je vous ai mis ici la hausse depuis début 2016, puisque dans le cycle haussier qui a commencé début 2009, eh bien, cette jambe de hausse, vous voyez, cette impulsion, c'est la dernière. Elle suit une longue phase de consolidation latérale qui a duré pendant toute l'année 2015. Et puis derrière, on est reparti de manière très forte. Alors, première chose, vous le savez maintenant, puisqu'on a regardé ce chart ensemble à plusieurs reprises, on n'est même pas allé chercher le 38% de retracement de toute la hausse depuis début 2016. Je vous rappelle que cette hausse, depuis janvier 2016 jusqu'à janvier 2018, c'est-à-dire 25 mois, ça représente à peu près 57% de progression pour le S&P, les 500 plus grosses capis américaines. C'est juste monstrueux comme performance. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que si on allait rechercher le 38%, c'est-à-dire à 2465, ça serait finalement tout à fait légitime de le faire, vu ce qui s'est passé depuis 2 ans, et ça ne remettrait en rien la tendance actuelle. On pourrait tout à fait avoir, premier scénario, une correction en ABC. On a fait la A, on est en train de faire la B, on va terminer la B bientôt, et puis derrière, on va faire une C. Et si on redescendait sur le niveau des 2500-2450 points, ça serait que 38% de retracement et ça serait finalement, à l'aune de ce qu'on vient de voir, un niveau d'achat tout à fait pertinent vu la progression précédente.
Alors, ce que je vous montre également sur le rebond possible du S&P et la possibilité de faire un nouveau sommet, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une prédiction, je me trompe peut-être, mais en tout cas, mes indicateurs me montrent qu'ils en ont encore sous la pédale les boules pour aller chercher un nouveau sommet. Alors, premièrement, quand on regarde le RSI en hebdo du S&P, on voit qu'il s'est arrêté sur la zone des 50 points. Autrement dit, c'est une zone de support potentiel. Quand on a un RSI qui est monté, un RSI hebdo qui est monté aussi haut, il peut tout à fait baisser jusqu'à 40. La zone entre 40 et 50, c'est une zone de support. Donc, on voit qu'on est dans cette zone et on pourrait baisser même encore un petit peu sur le RSI. Ça serait finalement l'indication qu'on arrive sur un niveau de support. Deuxième élément sur les indicateurs techniques, après on regardera le prix ensemble, on a un OBV que vous avez en haut qui vient de faire un nouveau sommet. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant un cours sur l'OBV. Je vous encourage à vous documenter soit sur Internet, soit à travers des livres d'analyse technique qui en parlent très bien, mais en quelques secondes, l'OBV, c'est le On Balance Volume, et c'est un indicateur très intéressant parce qu'il fait le lien entre l'évolution des cours et les volumes qui accompagnent ces cours. Et en fait, pour aller très très vite, quand vous avez une barre qui est positive avec une clôture au-dessus de l'ouverture, eh bien, vous allez additionner les volumes à l'OBV. Et quand vous allez avoir une barre qui clôture sous l'ouverture, vous allez soustraire les volumes. Et donc, quand on a des nouveaux sommets sur le prix et qu'on a des nouveaux sommets sur l'OBV, ça veut dire que les volumes confirment la tendance et que par conséquent, la tendance, a priori, est robuste. Alors, ce qui est intéressant sur l'OBV, c'est que quand on va assister à un nouveau pic sur les prix, mais à une divergence baissière sur l'OBV, cela nous montrera que quand le marché a baissé, qu'il a fait sa correction, il y avait des volumes très importants qui ont fait qu'il y a eu une cassure de la dynamique de creux et de sommet ascendant sur l'OBV. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous le voyez en haut, on est encore sur un OBV qui est sain, qui vient de faire un nouveau sommet plus haut que le précédent. Autrement dit, on attend maintenant sur le S&P, a priori, un nouveau sommet sur les prix et un sommet moins haut sur l'OBV pour avoir une consolidation beaucoup plus solide. Quand on regarde maintenant le prix, premièrement, j'ai une moyenne mobile à 34 périodes, c'est-à-dire à 34 semaines. C'est une moyenne mobile qui fonctionne très bien sur la majorité des marchés. Vous savez, puisque je vous l'ai répété souvent, que normalement, on devrait mettre pour chaque marché la moyenne mobile qui lui va bien, c'est-à-dire celle qui arbitre les creux dans un rallye et celle qui arbitre les sommets dans une baisse. A priori, on ne peut pas avoir des moyennes mobiles qui fonctionnent sur tous les marchés, parce que tous les marchés n'ont pas la même vélocité. Vous ne pouvez pas comparer le gaz naturel avec le 10 ans américain. Donc, ça n'a pas de sens de mettre les mêmes moyennes mobiles. Cela dit, pour aller vite, mon expérience m'a montré, mon travail m'a montré que la 34 période hebdo, elle fonctionne assez bien. Et là, pour le coup, elle fonctionne vraiment bien, parce que vous voyez, quand le marché est en hausse, elle arbitre les creux. Quand le marché casse la moyenne, ça veut dire qu'on est en conso. Et quand le marché repart à la hausse, elle réarbitre les creux. Alors, vous le voyez, les creux, parfois, ils cassent de manière marginale la moyenne mobile à 34 périodes. Si on fait un décompte héliotiste, on voit que la moyenne mobile a été cassée sur la 4 de la 1, qu'elle a été cassée sur la vague 2 de correction et qu'elle est actuellement cassée sur la vague 4. Mais vous voyez, c'est vraiment des cassures qui sont très marginales puisque en fait, le marché réintègre tout de suite au-dessus de la moyenne mobile. Donc cette 34 période, elle a joué une fois de plus le rôle d'arbitre et à son contact, les marchés sont repartis à la hausse. C'est un bon signe. Quand on regarde la structure des vagues d'Elliott, alors, vous ne connaissez pas tous la méthode pour compter les vagues.
On ne va pas le faire ensemble parce que c'est beaucoup trop compliqué. Là encore, il y a des livres qui ont été écrits et si ça vous intéresse, je vous encourage à les lire. Mais je vous ai proposé un scénario haussier sur le rallye depuis 2016. Ce scénario en vague d'Elliott n'est pas le seul. D'ailleurs, quand on est un elliotiste sérieux, on a toujours 2 voire 3 scénarios en poche et on en a un central et puis on en a 2 alternatifs. Et quand notre scénario central ou si notre scénario central est invalidé, eh bien on passe au deuxième. Donc ce que je vous montre là, c'est mon scénario central. J'attends d'être invalidé dans ce scénario pour passer à un scénario alternatif. Ce scénario, il se compose de 5 vagues impulsives. On est en train de faire la 4. Il y a une 5 derrière. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la première vague d'impulsion haussière. Derrière, on a une vague 2 qui fait à peu près le deuxième trimestre 2016 et qui, comme je le disais tout à l'heure, va chercher la moyenne mobile à 34 périodes. Derrière, on a une vague 3 confirmée avec un RSI qui est suracheté. Et maintenant, on fait une vague 4. La question est de savoir donc si cette vague 4 va baisser plus que 2550 points ou si on va avoir une vague 4 qui va aller chercher le retracement à 38%. Je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler. On pourrait tout à fait mettre en place un triangle en vague 4. On pourrait mettre en place un expanding flat. C'est une autre forme de consolidation. Il y a beaucoup de manières de former cette vague 4. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette vague 4, il devrait y avoir, a priori, si je ne me trompe pas, une dernière vague. Ce sera la vague 5 du rallye actuel. Et cette vague 5, pourquoi elle est importante? Parce que je ne vous montre pas le décompte que je fais de manière régulière depuis 2009, mais cette vague 5, c'est la vague 5 d'une vague 5. Autrement dit, cette dernière patte haussière, j'ai marqué 3000 points d'interrogation, j'ai aucune idée où est-ce que cette vague pourrait aller, mais on pourrait tout à fait, ayant fait un sommet à 2850 points, on pourrait tout à fait aller chercher les 3000 points sur le S&P. Il manque, à mon sens, une dernière impulsion haussière, ce sera la 5 de la 5, et ça viendra solder le rallye entamé depuis 2009 sur le S&P. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin du bout. Ça veut dire que c'est tout à fait possible qu'on fasse un sommet de marché aux États-Unis pendant l'année 2018 ou début 2019, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette vague 4, mais en tout cas, ce que j'essaye de partager avec vous, c'est que, à mon sens, on va maintenant rentrer sur le S&P sur une période où il ne va pas se passer grand-chose. On risque de faire une petite baisse avec un nouveau creux sur les 2550 ou 2500 points. Et puis derrière, il devrait y avoir une dernière impulsion. Et ça sera, je pense, mais si ce n'est pas le cas, je réviserai mon scénario, une dernière jambe haussière. Voilà, donc c'en est tout pour le S&P. Je pense que c'est quand même super important de faire un point chaque semaine. À chaque fois, je vous amène des éléments supplémentaires, semaine après semaine, les retracements, maintenant les vagues d'Elliott. L'idée, c'est vraiment, semaine après semaine, que vous intégriez ce qui se passe sur les marchés américains, parce que s'il y avait dans les prochaines semaines une nouvelle baisse, peut-être que ce ne serait pas le début d'un marché baissier, mais peut-être l'opportunité de passer long pour accompagner la dernière impulsion. Sur le S&P, je continue. Il n'y a pas de question d'autre, donc vas-y. Rapidement, parce que l'heure tourne, mais je pense que tout ce que je vous dis, c'est quand même important qu'il faut que vous le compreniez. Laurent. Bon, rapidement, on est allé chercher sur le S&P ce niveau à 62% de retracement sur le rallye qui a commencé donc l'été dernier. On l'a enfoncé, ce 61%. Alors, je vous rappelle très vite les règles. Hein. Quand on fait un 38%, on peut s'attendre à un nouveau sommet. Quand on fait un 50% de retracement, on peut s'attendre à retour sur le précédent sommet ou dépasser le sommet.
En revanche, quand on fait un 61% de retracement, la cible, c'est de viser le précédent sommet. Et là, on a enfoncé le 62% pour aller chercher la moyenne mobile à 200 périodes. C'est pour ça que je pense qu'on est dans une vague 4 qui va prendre son temps maintenant. On rentre dans une grande conso et cet enfoncement des 62% est pour moi le signe qu'on ne va pas repartir tout de suite faire un nouveau sommet sur le S&P. Alors, rapidement sur le marché actuellement, on assiste à un rebond sur le S&P. On a un 62% de retracement de cette baisse qui a pour le moment joué le rôle de barrage. On a également une moyenne mobile à 50 périodes qui fait résistance. On voit que le marché, pour le moment, ne repart pas à la baisse sous cette résistance, qu'on assiste donc à une consolidation depuis maintenant 4 jours. On va voir si on dépasse ou pas. Si on dépasse les 2750 points, ça veut dire qu'on va aller vraisemblablement aller chercher les 2800 points. Ce n'est pas a priori mon scénario préféré, mais je suis obligé d'admettre que après la baisse d'hier et la lecture des minutes de la Fed qui a montré qu'il y avait donc un ton un petit peu plus hawkish parmi le board des directeurs, aujourd'hui, ce matin aux États-Unis, on repart à la hausse. Donc, on pourrait tout à fait dépasser cette résistance. En tout cas, je m'attends toujours, moi, comme je viens de vous l'expliquer, même si on dépassait ce niveau, à une nouvelle baisse derrière, puisqu'on est, encore une fois, je le répète, en consolidation. Voilà, donc on va s'arrêter là sur le S&P, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais sinon, on va aller directement regarder le secteur de la technologie. Oui, mais attends, il y a un connaisseur il y a Daniel qui nous pose la question sur les S&P ont franchi la moyenne mobile 20 plus Kunji Daily, à confirmer en clôture ce soir. Alors, la Kijun Daily, Daniel, c'est vrai qu'elle a servi de support. Je suis d'accord avec vous. En fait, regardez, on est pris en tenaille entre la Kijun et la moyenne mobile à 50 périodes. On est en conso. Je botte en touche. Je pense que le marché va rebaisser, mais il ne donne pas pour le moment des signes de pression baissière. Donc, effectivement, c'est peut-être cette Kijun qui vient sauver les acheteurs. C'était peut-être un point d'achat. Je pense malgré tout que même si on monte, on devrait s'arrêter sur ce plateau de Kijun un petit peu plus haut à 2774 et puis si on monte encore à 2800 points. Bon, vous voyez, je suis obligé de donner des paliers. Voilà ce qu'on peut dire, mais je pense qu'on va finir par rebaisser et je ne pense pas qu'on va continuer de monter jusqu'au précédent sommet. Alors, on continue sur le secteur de la technologie. Le chart que vous avez à l'écran, c'est l'ensemble des secteurs américains, leur performance depuis le début de l'année. Vous voyez que le S&P est repassé positif en 2018 avec 1% de progression à la clôture d'hier soir. Le secteur de la technologie est, avec le secteur des financières et des cycliques, le secteur le plus fort. Autrement dit, on a un tiercé gagnant, cyclique, technologie et financière, qui surperforme le S&P. Ce que je vous disais en début d'émission, c'est que quand nous avons des marchés, quand nous avons des secteurs, ces secteurs cycliques, financières et techno qui surperforment, ce n'est pas ce à quoi on assiste habituellement quand on est en départ de marché baissier. C'est pour ça que je pense que ce que nous vivons actuellement, c'est une conso dont j'ignore la durée dans le temps, mais que derrière, il y aura encore une patte de hausse. Donc, secteur de la technologie, vous le voyez, il est très fort, 4,47 de progression depuis le début de l'année, 4,47 à mettre après une année 2017 tout à fait époustouflante. Donc, ça continue de pousser sur le secteur de la techno. Quand on regarde maintenant la performance des secteurs depuis le 8 février, c'est-à-dire depuis le rebond, regardez, je vous montre très très vite, le 8 février, c'est cette bougie rouge ici. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Le 8 février, c'est la fin de la baisse de la correction sur le S&P. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé depuis le 8 février, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que les technologiques, les financières et les industrielles, encore 3 cycliques, surperforment le S&P qui est à 4,66 avec 4,81 pour les industriels, 6,52 et 7,74 pour les technologiques. Autrement dit, on a un secteur technologique qui a été très fort aux États-Unis et qui, en ce début d'année, reste très fort. Je vois mal un marché baissier à moyen terme avec des technos, des financières, c'est-à-dire des banques, des banques, des assurances et des brokers et des valeurs industrielles qui sont intimement liées à l'activité économique forte si on est effectivement en début de bear market. Donc pour moi, cette analyse sectorielle conforte ma vision d'une correction dans un marché haussier. Il manque encore au moins une patte sur le S&P pour partir ensuite, si on doit partir à la baisse. Donc, pour répondre à vos questions, parce qu'il y en a eu plusieurs cette semaine sur le marché, sur le secteur de la technologie, il reste très fort. Quand on regarde maintenant en données hebdomadaires le secteur de la technologie en force relative, vous avez ici un ratio en hebdo. Vous voyez que ce ratio monte. Ça veut dire que depuis juin 2016, si vous aviez acheté des valeurs technologiques ou un ETF qui suit le secteur techno aux États-Unis, typiquement le XLK, eh bien, vous auriez largement surperformé le S&P, puisque vous le voyez, on est non seulement sur un ratio qui monte, mais qui est bien construit. On a une ligne de tendance qui vient arbitrer les creux. Et on est, et c'est ce qui est super important, sur un ratio qui est en train de faire un nouveau sommet, en tout cas un sommet équivalent au précédent du mois de novembre, et qui va inscrire un nouveau sommet en force relative. Donc, énormément d'intérêt de la part des investisseurs pour le secteur de la techno. Autrement dit, on a tout intérêt à chercher des valeurs dans ce secteur. Quand on regarde le RSI de la force relative, on voit que les zones de support sont à 50 et que les zones de vente sont à 85. Autrement dit, on a un RSI qui est très, très bull en hebdo sur la force relative du secteur de la techno. Puis quand on regarde le SPT, c'est-à-dire l'indice de la technologie aux États-Unis, lui aussi, il est dans une tendance haussière et pour le moment, il y a 0 figure de retournement. Autrement dit, pour conclure cette analyse très très rapide du secteur technologique aux États-Unis, en force relative de moyen terme depuis 2016, que de la force. Et quand on regarde le secteur lui-même, on est dans un trend haussier sans figure de retournement, avec une ligne de tendance qui pour le moment arbitre les creux. Donc on a tout intérêt à continuer de favoriser aux États-Unis ce secteur. Un mot très rapide sur l'Europe et le même secteur, il est fort, il est moins fort, mais il est fort aussi. Et donc en Europe, on a aussi des industriels, des ressources de base, des technos, des cycliques qui sont fortes. Donc on a là aussi en Europe un marché haussier, enfin qui est moins haussier, mais en tout cas un marché qui ne présente pas les caractéristiques d'un futur marché baissier. Voilà, on a fini avec le secteur de la technologie. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec le CAC 40. Et là, il y a Michel qui a une question notamment sur en fait, l'analyse qui était short en fait, mardi dans le 100% marché, si je me souviens bien. Oui. Depuis, on a fait quoi en fait? Rien. Depuis, on n'a pas baissé. Puisque regardez, aujourd'hui, on est jeudi, mercredi, mardi. Donc, il y avait eu lundi, en début de semaine, cette bougie rouge. J'avais indiqué qu'on était sous une moyenne mobile à 200 périodes, sous une Kijun, encore une fois en Ishimoku, qui jouait le rôle de résistance, qu'a priori, on devait rebaisser derrière. Pour le moment, on ne baisse pas du tout. On est en train de clôturer, puisqu'il est 17h32, on a clôturé, donc il y a 2 minutes, avec une bougie verte qui s'est arrêtée à l'épaisseur du trait sur la Kijun. C'est vraiment la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que si on dépasse ce niveau, ça veut dire qu'on va aller chercher ici la SSB. Je ne veux pas être trop jargonneux, mais on va aller chercher ce niveau de résistance
à 5396, autrement dit, ça entre 5400 et 5380. Peut-être que je peux essayer de vous l'indiquer rapidement si ça fonctionne. Voilà, on va avoir ce niveau ici de résistance. Si celui-ci est dépassé, entre les deux, on a ce gap baissier qui va également faire obstacle. On a tellement d'obstacles à la hausse que je ne vois pas comment ça peut monter. Mais je peux aussi me tromper et ce ne sera pas la première fois. Donc voilà, pour le moment, je suis un travail qui, avec mes indicateurs techniques, me montre que ce rebond devrait s'arrêter et on devrait au moins consolider, au moins jusqu'au gap. Je ne dis pas qu'on va peut-être redescendre jusqu'en bas, peut-être que c'était a priori mon scénario central, mais peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement qu'on devrait au moins aller rechercher ce 38% et ce gap haussier. Si on ne le faisait pas et qu'on continuait de remonter, alors on a un obstacle, c'est le gap baissier. Ensuite, on aura un deuxième obstacle, ce sera le 5380, 5400 points. Et puis alors vraiment, si on continue de monter, on ira à 5425. Mon scénario central, je n'en bouge pas. Tant qu'on n'a pas franchi ce 62%, c'est de repartir à la baisse. À moyen terme, très très vite sur le CAC, bon, à long terme, on est dans une tendance haussière, à moyen terme, on est plat. Le niveau à surveiller, vous le savez maintenant, je vous le répète toutes les semaines, c'est 5000 points. Tant qu'on est au-dessus de 5000, on est dans un contexte neutre. Au-dessus de 5540, on reprend une tendance haussière. On est maintenant sur cette zone de support qui devient une résistance. Regardez ici, hein, c'est assez clair. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on devrait rebaisser, parce que c'était quand même une zone où il y a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont fait piéger et ils devraient être normalement bien contents de sortir leur position acheteuse perdante sur ce niveau. C'est pour ça que je pense qu'on va rebaisser derrière. En tout cas, pour le moment, on va bien voir ce qui se passe. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur les 5310, 5320 points et nous sommes neutres sur le CAC avec une confirmation de la tendance haussière de long terme qui repart au-dessus de ces deux sommets. Et puis, si on cassait les 5000 points, alors on aurait une tendance de moyen terme qui s'est retournée. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur le CAC 40. Alors, on va retourner sur le marché américain avec… Il y a Pierre qui dit un verre d'eau pour Laurent. Voilà, on donne un verre d'eau à Pierre, à Laurent. Est-ce que ça va mieux? Merci Pierre de penser à moi. C'est gentil. Ouais. Heureusement, j'ai amené une bouteille d'ailleurs. Alors, le marché des valeurs techno avec Red Hat et Netflix. Bon, vous voyez que c'est juste énorme hein, ce qui se passe sur Red Hat. Red Hat, c'est un éditeur de logiciels qui tourne sous Linux. Il est en train de faire un nouveau sommet. Est-ce qu'il est en train de faire un nouveau sommet historique? Apparemment, non, puisque regardez, on est vraiment à quelques centimes près sur… Est-ce que ça marche, ça? Voilà. Voilà, on est à quelques centimes près sous une résistance qui date de 2000, je crois, oui, 2000. Voilà, donc on a refait tout le chemin perdu. En un an, ben, on a mis 15-16 ans pour le refaire et on retourne donc sur ce point. Alors, on repasse en hebdo. Alors, pourquoi c'est extrêmement important d'élargir son horizon de temps? Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois et je veux vous le répéter parce que c'est central comme attitude. Si on se met en hebdo, on se dit, bah, Red Hat fait un nouveau sommet, c'est boule, etc. On a consolidé, on repart à la hausse, ça va monter beaucoup plus haut. Peut-être que ça va monter beaucoup plus haut. Je le souhaite à tous ceux qui en possèdent. Mais quand on élargit la perspective,
on voit qu'on est sur un niveau, alors c'est un niveau qui date de 2000. Vous me direz, c'est un niveau théorique. On parle de la mémoire du marché. Ce n'est pas une résistance très importante parce qu'il n'y a plus personne qui est long de Red Hat et qui va déboucler sa position qu'il a depuis 2000. C'est là que les résistances fonctionnent. Là, on est vraiment sur un niveau historique qui montre que c'est le plus haut du marché. Donc, ce n'est pas un niveau de résistance très important, c'est symbolique. Mais il faut quand même le savoir. Et donc, si vous faites des opérations ou si vous analysez en intraday, regardez ce qui se passe en bougie quotidienne et en bougie hebdomadaire. Si vous analysez en bougie quotidienne, allez toujours voir ce qui se passe en bougie hebdomadaire et en bougie mensuelle. Il faut toujours commencer votre analyse sur un horizon de temps de degrés supérieurs pour avoir un peu ce que j'appelle the big picture. Okay, donc sur Red Hat, on voit qu'on n'est pas loin d'un niveau symbolique. Alors, on a consolidé, on vient de faire une sortie haussière et on la confirme cette semaine. On peut être que positif sur le titre. Le niveau d'invalidation, il est à 117. Ça fait un bon 15-20% sous les cours actuels. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de 130, il n'y a pas de question à se poser. 130, entre 135 et 130, c'est éventuellement un niveau que les investisseurs vont choisir pour revenir sur le titre s'ils ne le sont pas ou s'ils veulent renforcer. C'est une possibilité. Et puis, le niveau d'invalidation, il est sous 117. Alors, on voit sur le RSI qu'on a une petite décélération qui se voit sur le prix, puisque là, on est monté de manière très régulière et très construite. Et là, on a consolidé latéralement. Donc, il y a eu une baisse de momentum et donc, mécaniquement, le RSI a baissé. Le PPO, c'est le Price Oscillator. En fait, c'est un indicateur qui montre que j'ai réglé pour qu'il montre quelle est la distance entre la moyenne mobile à 34 périodes et le prix. Et on voit que le prix va rarement au-delà de 20% au-dessus de sa moyenne mobile à 34 périodes. Selon le principe du retour à la moyenne, on a un marché qui est un petit peu vulnérable maintenant parce que le prix ne s'est a priori jamais écarté de plus de 20% de sa moyenne mobile à 34 périodes, qu'on est justement sur ces 20% et que par conséquent, on peut tout à fait avoir maintenant une consolidation. Alors réfléchissez bien. Si le prix reste sur cette zone et qu'il ne baisse pas et que sa moyenne mobile mécaniquement à 34 périodes va continuer de monter, le PPO, lui, va se dégonfler tout à fait naturellement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a deux manières de faire baisser cet indicateur. Soit le prix baisse et la moyenne monte, soit le prix se met à dériver latéralement, la moyenne continue de monter et le PPO va redescendre. Autrement dit, quand on a un price oscillator qui est suracheté, ça ne veut pas dire que le marché va baisser, mais ça veut dire qu'il est vulnérable à des prises de profit et qu'après toute la baisse qui a eu lieu ici, peut-être qu'on a des opérateurs qui vont se dire ce serait peut-être pas idiot de prendre de l'argent et de retirer de l'argent du marché et de l'encaisser. Et donc, par conséquent, sur Red Hat, on est bien évidemment haussier à moyen terme, mais mes indicateurs me montrent qu'on est un petit peu loin des moyennes mobiles. Et c'est ça qui est important. Quand on est loin des moyennes mobiles et qu'on est sur un marché qui est haussier depuis longtemps, alors on est en présence d'un marché qui peut montrer des signes de vulnérabilité. Et il y a Daniel qui ajoute à tout ça, les cours de cette semaine sont tous au-dessus de la bande de Bollinger haute hebdomadaire. Danger de consolidation temporaire à la semaine prochaine. Alors, Daniel, il nous dit en fait que quand le prix sort de ces enveloppes des bandes de Bollinger, on est sur un marché qui peut être suracheté, puisque en fait, il sort de ces deux écarts types. On ne va pas en parler maintenant, mais l'idée, c'est qu'il y a trop d'acheteurs et qu'on est sur une séquence de vulnérabilité parce qu'on a des gens qui ont plus envie d'encaisser plutôt que de remettre au pot. C'est ça ce que ça veut dire. Donc,
Toujours haussier, évidemment, sur Red Hat à moyen terme, mais attention, on peut avoir une petite conso qui serait d'ailleurs toujours, il faut aimer les consos, il ne faut pas avoir peur des consos et des corrections, parce que c'est ce qui va permettre au marché de se recharger. Les premiers prennent leur profit et ceux qui n'ont pas participé rentrent, et donc c'est de l'argent frais, et c'est parce qu'il y a des nouveaux entrants que le marché continue de monter. Il faut toujours qu'il y ait des nouveaux entrants, puisque vous le savez, la construction du prix à la bourse, c'est une construction basée sur des enchères. Il faut payer, et c'est parce que les gens payent de plus en plus et que le marché monte pour que cette demande soit satisfaite. Il va falloir aller chercher plus haut, puisque la demande est importante, et c'est pour ça qu'on a des tendances qui se mettent en place. Bon, donc sur Red Hat, on va s'arrêter là, parce que le temps avance, et donc toujours haussier. Et 18h41. On va regarder Netflix. Alors Netflix, ça me fait plaisir de parler de Netflix parce que ça me fait penser à Myriam. Myriam, est-ce que tu as un compte Netflix, toi? Non. Non, maman non plus, mais vous avez certainement. Donc mais... Netflix grimpe sans nous. Ah oui, mais oui, ma femme, elle aimerait bien avoir, mais je n'ai pas encore cédé. Hein. Moi, c'est mon fils qui me fait la guerre à la maison pour pouvoir regarder les séries de Netflix. Ouais. Bon, alors pourquoi je parle de Myriam? Parce que le 11 janvier, Myriam nous posait la question si c'était pertinent d'aller se positionner sur Netflix. Et si vous retournez sur le webinaire du 11 janvier, je disais, Myriam, techniquement sur Netflix, c'est tout bon. Faut y aller, elle est ultra forte. Et j'avais donné un niveau de résistance que j'avais calculé par une extension de Fibo à 279. Regardez, on est quand même allé quasiment sur ce niveau, quoi. Et là, on est en train de s'arrêter. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est simplement pour vous montrer que quand on arrive correctement à calculer les extensions et les projections de Fibo, ça ne marche pas toujours parce qu'il n'y a rien de scientifique dans l'analyse technique, mais ça donne des repères. Et en l'occurrence, celui-ci, on avait dit à 280, à moyen terme, c'est un niveau de résistance. Eh bien, on voit que ce niveau que j'avais calculé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a été calculé par l'ensemble du marché et que l'ensemble du marché s'est dit, sur 280, peut-être qu'on va prendre un peu d'argent et qu'on va, voilà, on va retirer l'argent de la table, et donc on est rentré en conso. Qu'on aime. Absolument. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Absolument. J'en ai entendu. Ben oui, pourquoi? Parce que quand le marché monte en flèche et que cette hausse n'est pas construite, qu'est-ce qui se passe? Il prend son souffle. Les stops sont très loin. Et comme les stops sont très loin, les gens ont peur parce qu'il n'y a pas de structure. Et comme les gens ont peur et qu'ils voient le marché s'écarter du stop, ils se disent, mais en fait, il n'y a pas de palier, il n'y a pas de structure. Donc, il faudrait peut-être que je me retire du marché parce que si ça baisse, ça va rebaisser direct puisqu'il n'y a pas de stop. Donc, il faut qu'il y ait des paliers. La structure parfaite, c'est-à-dire celle qui peut, à la limite, durer à l'infini à la hausse, c'est la structure en escalier. On monte, on consolide. On monte, on est en surchauffe, on se refroidit un peu, on consolide, on remonte. Et si à chaque fois que le marché est en surchauffe, il consolide, il peut faire ça théoriquement indéfiniment. Donc, c'est pour ça que j'aime les consolidations. C'est parce que le marché haussier, les marchés ont besoin de consolider, ils ont besoin de corriger pour repartir derrière de plus belle. Donc, Netflix, Myriam, parce que c'est elle qui nous pose la question. Je comprends bien pourquoi elle nous pose la question, parce qu'elle a fait plein de gains, Myriam, et elle se demande ce qu'elle doit faire. Alors, le but de cette émission, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, on ne fait pas du tout de conseils dans la revue technique des marchés, mais c'est de vous montrer où sont les niveaux. Donc, premièrement, on a une tendance haussière. Deuxièmement, là aussi, on est très loin des moyennes mobiles. Donc, on est sur un marché qui est un petit peu suracheté. Sur Netflix, on est à 25% au-dessus de la moyenne à 34 périodes. Regardez cette moyenne mobile à 34 périodes. Elle arbitre bien les creux. Donc, ça veut dire qu'elle fonctionne bien. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait revenir à 208, on est à 280, sans que ça change fondamentalement grand-chose à la tendance de moyen terme. C'est ça le problème des marchés qui montent trop vite, c'est qu'on a des niveaux de stop ou d'invalidation qui sont très loin. Sur Netflix, regardez,
Le niveau de polarité, il est à 202, c'est très loin. C'est pour ça que j'ai mis un stop intermédiaire à 237. C'est-à-dire que soit on est sur un marché qui est hyper fort, et dans ce cas-là, on ne doit pas aller sous 237, 235, et donc on accompagne la tendance parce que, je vous le répète, c'est central comme attitude quand on est sur les marchés financiers, on gagne de l'argent dans les tendances. Autrement dit, c'est en ne faisant rien qu'on gagne le plus d'argent. Donc, le défaut majeur des amateurs, c'est quand ils sont stoppés, de ne pas sortir du marché et puis ils se prennent des gamelles monstrueuses. Le défaut des professionnels, c'est qu'ils sortent trop tôt des tendances. Ils se disent « Oh là là, j'ai pris 25%, c'est génial, je lock mes gains. » Et puis derrière, le marché, il fait beaucoup plus. Donc sur Netflix, s'il y a vraiment beaucoup d'appétit et d'intérêt pour le titre, peut-être qu'on va casser 280 et qu'on va monter à 300, voire plus. Donc il faut accompagner la tendance. Mais la tendance, Falco, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. C'est le propre d'une tendance, c'est qu'on essaye de rester le plus longtemps possible dedans sans savoir jusqu'où elle va nous amener. Quand on regarde Amazon, je vous rappelle, elle est à 1500 $ aujourd'hui, Amazon. Pour tous ceux qui ont suivi la tendance de moyen terme sur le titre, ils ont gagné un argent fou. Donc comment on fait dans une tendance pour rester dedans, ne pas se couper trop vite et profiter et surtout sortir si elle se retourne? On gère la tendance par le stop. C'est-à-dire qu'on fixe des paliers. Tant que ça monte, on monte avec. Et si ça baisse, eh bien, on est stoppé. Et ça veut dire qu'on prend nos gains. Le stop théorique en analyse sur Netflix, il est ici, à 176. On est à 280. C'est un stop théorique qui ne sert à rien. Parce que justement, il n'y a pas de construction là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand ce n'est pas construit, c'est gênant parce qu'on a des 30 ou 40% de baisse possible sans que ça change rien. Le vrai stop de moyen terme sur Netflix, il est à 176. Bon, pour quelqu'un comme Myriam qui est sur le marché, ça sert strictement à rien parce que quand on a pris des gains et qu'on a 280, il est hors de question de laisser le marché nous reprendre tout ce qu'on a gagné. Donc, on est obligé de mettre des stops qui sont intermédiaires. Le stop majeur, il est à 176. J'ai mis un stop ici à 235 parce qu'on a eu une micro-conso de 2 semaines et puis derrière, on est remonté mais en flèche pour aller retester. Et d'ailleurs, quand on se met en clôture, on voit qu'on est en train de faire un nouveau sommet. Donc, on est en train d'assister au franchissement d'un sommet historique à 260. Non, je vous dis des bêtises. Ce n'est pas un sommet historique. Attendez, je vais mettre tout. Oui, c'est un sommet historique. Donc, excusez-moi, je ne connais pas tous les charts par cœur. Donc, on est en train de tester un sommet historique qui date de 3 semaines. On va voir si ça monte ou pas. Si ça monte, on reste dedans. Si ça baisse et que ça casse 235, ça veut dire qu'on pourra retourner sur 198. Alors là aussi, regardez, quand on regarde le PPO, il a un petit peu de marge parce qu'il a été suracheté à 37%. C'est-à-dire qu'il est arrivé que le prix soit 37% au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes. Ici, on est juste, entre guillemets, à 26%. Ça veut dire qu'on peut encore progresser. C'est pour ça qu'il faut gérer par le stop, parce que ça peut continuer de monter un petit peu. En tout cas, on est clairement sur un marché qui est extrêmement fort. Pas de figure de retournement, un RSI qui est très fort mais qui ne présente pas de divergence. La théorie que je vous ai expliquée tout à l'heure sur l'OBV, c'est la même sur le RSI. Je répète, quand vous avez un RSI qui fait un nouveau sommet, ça veut dire que vraisemblablement derrière, vous allez avoir un nouveau sommet sur le prix et un sommet moins haut sur le RSI. La divergence baissière sur le RSI annonce le dernier sommet sur le prix. Tant qu'on a un nouveau sommet sur le RSI et un nouveau sommet sur le prix, ça veut dire qu'a priori, on peut attendre derrière encore, a priori, encore un nouveau sommet. En tout cas, c'est ce que nous dit le corpus de l'analyse technique. On peut attendre a priori encore un nouveau sommet sur le prix. Donc Netflix, toujours à l'achat, toujours positif, et on le reste tant qu'on est au-dessus de 236. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est nettement moins réjouissant. Ça va également aller beaucoup plus vite. C'est Ingenico.
Ingenico qui a donc déçu aujourd'hui, mais regardez, il y a beaucoup de vols aujourd'hui sur la déception des investisseurs sur les chiffres communiqués par l'entreprise, mais quand on regarde le chart, c'est-à-dire que quand on regarde l'empreinte que laisse l'argent, bah, ça fait quand même depuis août 2015 que les opérateurs sortent progressivement de ce marché. Alors, on a eu un sommet, un creux plus bas, sommet, creux baissier, tendance baissière de moyen terme. On a fait un rebond qui est allé chercher le dernier sommet de contre-tendance dans la baisse. Le titre n'a pas été en mesure de le dépasser. On est reparti derrière en ponceau, construction latérale, tentative de dépassement de cette résistance à 93, et puis derrière, c'est la cata. On retourne sur le support, et visiblement, on est en train de l'enfoncer. Alors, cette bougie que vous avez à l'écran, c'est une bougie hebdomadaire. Donc, on va voir comment, d'ici demain soir, les opérateurs arbitrent. Peut-être qu'il va y avoir le passage de la clôture de nouveau au-dessus du support, ce qui ferait qu'on reste en tendance plate sur Ingenico. Si en revanche, on casse le support, alors ça veut dire qu'on a un risque baissier, un nouveau risque baissier, qui viendra donc confirmer cette tendance négative de plusieurs années et qui pourrait potentiellement faire retourner les cours sur 68, 70. Autrement dit, sur Ingenico, cette cassure de support, elle n'est pas bonne. On a essayé de franchir, on n'y est pas arrivé. On est retourné en une seule semaine sur le support. On a fait tout le range en une semaine. Autrement dit, il y a une pression vendeuse extrêmement importante et on pourrait tout à fait donc faire des pertes plus importantes sur le titre. Là, vous voyez en daily le gap énorme sur Ingenico. Alors, vous voyez ce doji, en fait, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, qu'on a clôturé aujourd'hui au prix d'ouverture. C'est ce qui explique ce petit trait horizontal et ce corps de bougie inexistant. Donc, beaucoup d'indécision, puisque finalement, on clôture là où on a ouvert. Et puis, deux mèches basses extrêmement importantes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de confusion. Les opérateurs ne savent pas quoi faire par rapport au titre. D'abord, ils ont baissé, ensuite ça a remonté, ensuite ça a rebaissé pour clôturer sur le prix d'ouverture. Autrement dit, on a peut-être une bougie, cette énorme doji, qui vient signaler la fin de ce déclin de très court terme, puisque vous le voyez, hein, c'est même pas en une semaine qu'on a refait tout le range, c'est en une journée avec le gap d'aujourd'hui. Donc, si demain on réintègre, ben en fait, quelque part, on sauve les meubles et on a un Ingenico qui restera dans son range. Mais de toutes les façons, c'est un titre qui me paraît très malmené, un petit peu malade. Et tout l'intérêt de l'analyse technique, c'est de vous permettre de repérer les valeurs qui sont fortes, c'est-à-dire celles qui sont recherchées par l'ensemble des gérants et des institutionnels, et de vous glisser dans cette tendance et de profiter de l'appréciation des prix. Sur Ingenico, franchement, il n'y a pas beaucoup de raisons de rentrer sur ce titre. Valourec. Alors là aussi, Valourec, elle est malmenée depuis maintenant plusieurs semaines. On voit que la tendance a été très forte à la baisse jusqu'à la fin de 2015. Ensuite, on a remonté de manière assez importante, hein, puisque on est passé de 2 à 7,50, ça fait plus de 300%. Et puis derrière, on rebaisse maintenant de manière assez lente. On fait creux, sommet, creux, baissier. Ensuite, on latéralise. Ensuite, le marché repart à la hausse. Incapacité d'aller rejoindre, de rallier la résistance. On repart à la baisse. Maintenant, sur Valourec, on approche du support. Il est à 4,11. On est à 4,37. Donc, si le support, normalement, on devrait avoir des opérateurs qui viendront soutenir les cours sur 4,11. Si ces opérateurs ne se regroupent pas
pour soutenir les cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le consensus a changé. Et c'est ça en fait ce que ça veut dire quand un support est enfoncé ou qu'une résistance est franchie. Ça veut dire que le consensus précédent, c'est-à-dire la psychologie collective des investisseurs sur le titre, a changé. À savoir, ce qui auparavant était un niveau d'achat, puisque c'est ça, un support, c'est un niveau qui stoppe une tendance baissière et qui relance une dynamique haussière, soit sous forme de rebond technique, soit avec un renversement de tendance. Mais en tout cas, pour le coup, vous voyez que 4,11, c'est un niveau qui a été travaillé une première fois, faible rebond, travaillé une deuxième fois, on a le même consensus partagé, c'est un niveau d'achat, et maintenant on revient sur 4,11. Ça veut dire que si ce niveau ne représente plus pour la communauté financière qui est intéressée par le titre un niveau d'achat, il va être enfoncé, et ça veut dire qu'on va aller vraisemblablement chercher les 3 euros. Autrement dit, un gros potentiel de baisse sur Valourec. Alors, je ne vous dis pas que Valourec va aller à 3 euros. Je vous dis qu'à long terme, on est dans une tendance de dépréciation des cours, qu'à moyen terme, on est sur une tendance de dépréciation qui est repassée neutre dernièrement, qu'à court terme, c'est baissier et que ce niveau à 4,11, il est pivot. Il faut absolument qu'il tienne pour que nous puissions conserver sur Valourec une position, un avis neutre. Si il est enfoncé, alors ça veut dire que c'est cette dynamique qui reprend l'ascendant et que finalement, ça c'était juste un petit rebond et qu'on va rebaisser. Donc attention à 4,11 sur Valourec parce que c'est un niveau qui devrait a priori, en tout cas je l'espère encore une fois pour ceux qui en possèdent, tenir pour qu'on puisse conserver un avis neutre. Alors rapidement, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Valourec à court terme? Non, bah écoutez, on est donc, je vous ai remis cette zone de support. Le premier niveau de prix qui montrerait qu'il y a une amélioration de la perception des investisseurs par rapport aux perspectives que présente l'entreprise, ça serait si on arrive à repasser au-dessus de ce sommet de contre-tendance, de contre-rallye à 5,12. Et puis derrière, vous voyez qu'on a une grosse zone de polarité, support, résistance, ça devrait redevenir résistance. Ça veut dire que tout ce qui est compris entre 5,12 et 5,37, c'est une zone potentielle de vente. Autrement dit, vous l'avez compris, c'est compliqué pour Valourec de remonter dans l'immédiat. C'est pour ça que je pense qu'il va aller chercher cette zone dans cet élan baissier. Et puis après, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, il faut surveiller le titre parce qu'il y a un nouveau risque baissier qui, vous le voyez, s'ouvrirait en cas de rupture. Total, alors Total, tendance plate, vous le voyez assez bien, il n'y a pas grand chose à dire, on est au-dessus du range, enfin au-dessus du milieu du range, excusez-moi, on n'est pas exactement allé chercher le bas du range. Quand on se met en clôture, on voit qu'on avait cette petite zone de congestion qui a fait support. Le marché est allé à 43, il avait en fait baissé auparavant à 42. Mèche basse, on repart sur Total, on peut aller chercher les 49 euros. Mais attention, sur 49 euros, il faudra peut-être déboucler. Sur 49 euros, les investisseurs vraisemblablement déboucleront leur position et prendront leur profit parce que nous ne sommes pas en tendance de moyen terme. Nous sommes sur une tendance qui est plate et par conséquent, dans les tendances qui est plate, que faisons-nous? Vous le savez tous maintenant, on vend les résistances et on achète les supports. Donc pour le moment, on vend 49,30 et puis on attend de voir si effectivement il y a un dépassement. S'il y a un franchissement de cette résistance, on pourra tout à fait envisager à nouveau de rentrer sur le titre pour viser plus haut. Je propose une pause de Pierre. C'est vrai que je parle particulièrement beaucoup aujourd'hui. Mais vous devez me poser des questions, chers auditeurs. Il y a des questions qui attendent depuis le début. Eurofins, Loïc, Pascal avec l'euro-dollar et Marie 2 fois avec le Fibonacci et aussi Volkswagen. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions parce que tout l'intérêt de ce webinaire, c'est que vous compreniez bien ce que je vous raconte.
Donc, si à un moment, il y a un problème de compréhension, ne pensez pas que vous êtes le seul à ne pas comprendre. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vraisemblablement, il y en a plusieurs autres et vous êtes nombreux qui ne comprennent pas non plus. Donc, ayez un petit peu de courage. Dites-moi, enfin, dites-nous, Laurent, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Et je le ferai vraiment avec plaisir. Eric, il répond, nous comprenons très bien. En fait. Bon, alors c'est super. Voilà, donc tout va bien. Bon. Alors, donc, sur Total, tendance plate à moyen terme, on ne va pas rajouter grand-chose. Que dire à court terme? Eh bien, qu'on est dans un mouvement très positif. On s'est arrêté sur ce changement de polarité, cette zone de résistance qui est devenue support. On en avait une autre ici, deux zones de support qui étaient résistance, qui a été franchie. Il y a Marie qui a une question. Extending flag. Alors, non. Qu'est-ce que c'est? Alors, non, j'ai pas dit expanding flag. Non, extending flag. J'ai pas dit extending flag. Alors, si vous faites référence, Marie, à ce que j'ai dit, je n'ai pas dit extending flag, j'ai dit expanding flat. C'est pas la même chose. Expanding flat, ce sont des figures de consolidation héliotiste qui sont en fait en forme de triangle inversé, c'est-à-dire comme un mégaphone. Donc, on a une première vague corrective en ABC, une deuxième vague corrective en ABC qui monte au-dessus du point d'origine de la première vague, et puis une troisième vague baissière, cette fois-ci en 5 temps, ABCD, qui va casser le point d'arrivée de la A. Bon, c'est super compliqué. Oui, c'est Marie dit oui, donc bon. Dur, difficile, je dois travailler, Elliot. Oui, alors Elliot, c'est comme Ishimoku, c'est impossible de vous expliquer ça en 1 heure, c'est pas du tout on passe les examens la semaine prochaine pour Marie, en fait, parce qu'elle va travailler maintenant. Voilà. Mais il y a Didier qui nous rappelle qu'il est 19h. Didier a faim parce qu'il attend les analyses de la Deutsche Börse. Bon, donc, alors, il faut avancer maintenant, Laurent, parce qu'il Alors, on va avancer. Sinon, alors, attendez. Alors, on va quand même aller rapidement sur Corian, parce que c'est Pierre qui nous le demandait. Alors, Pierre, il a eu l'amabilité de nous envoyer son analyse de Corian avec un chart. Pierre, l'analyse, elle est bonne. Vous avez bien compris, donc je ne vais pas la montrer maintenant, je ne vais pas la répéter, mais vous avez bien compris ce qui se passe. Donc c'est bien, vous faites des progrès. Sur Corian, à moyen terme, on est sur un titre qui est en train de se retourner potentiellement à la baisse, parce que regardez, on a ce qu'on appelle en analyse technique la construction possible d'un rounding top. Vous voyez cette espèce d'arrondi comme ça qui est en train de se former. Et en fait, c'est la neckline, c'est-à-dire la zone de support qui a à chaque fois stoppé la baisse, qui devient capitale dans ce genre de figure. Si elle est enfoncée, ça veut dire qu'on va retourner et que le marché va vraisemblablement aller dans un premier temps à 20,50 et puis à 19 et puis ensuite à 16,50. Donc attention sur Corian parce que pour Corian, il faut le préciser, secteur de la santé qui en hebdomadaire est sur une zone de support, donc qui peut rebondir, mais qui en force relative de moyen terme est très faible. Donc moi, j'aime pas la santé en ce moment. Et on voit assez bien qu'on est sur une zone de support ici. À court terme, on a beaucoup baissé. On revient sur une zone de changement de polarité. Support devient résistance. On y est retourné en 2 jours. Ce qui compte maintenant sur Corian, c'est de savoir si les opérateurs vont réussir à défendre cette zone à 23,20, parce que s'ils n'y arrivent pas, FANCO, ça veut dire que la tendance haussière est en train de se retourner et qu'on va repartir en sens inverse. C'est pour ça que ce 23,18, il est extrêmement important à surveiller si vous en possédez. Attention, ça ne doit pas être enfoncé, sinon ça veut dire qu'il y a un nouveau risque baissier qui s'ouvre et qui peut donc précipiter plus de ventes, parce qu'il va y avoir beaucoup d'opérateurs qui ont payé ici, qui ont payé ici, qui ont payé ici, qui vont se retrouver en perte et qui vont donc s'empresser de déboucler, d'où l'accélération baissière sur rupture du support. Alors, Deutsche Börse. Bon, alors on va faire Deutsche Börse tout de suite. Alors, en hebdo, c'est super fort. C'est super fort, vous le voyez. Alors là, c'est vraiment un titre qui ne souffre absolument pas de la crainte de la remontée des taux.
à l'instar du secteur des services financiers, dont Deutsche Börse fait partie. Oui. Et donc, c'est un secteur que j'aime, les secteurs financiers, parce que je n'anticipe pas une forte inflation, loin de là, mais je pense que les creux de long terme ont été faits sur les taux et qu'on va retourner maintenant dans un univers où déjà les taux négatifs vont a priori lentement disparaître et où les acteurs des services financiers vont logiquement profiter de cette remontée des taux et Deutsche Börse en fait partie. En tout cas, première observation, on est sur un titre qui est ultra fort, zéro signe de ce qui s'est passé aux États-Unis et en Europe sur le titre, puisque vous voyez, en fait, ça ne fait que monter. La zone d'invalidation de moyen terme, alors donc long terme haussier sur Deutsche Börse, moyen terme haussier sur le titre, le niveau d'invalidation sur cette valeur, c'est sous 95. Il ne faut pas maintenant réintégrer cette consolidation, d'autant plus qu'on s'en est vraiment écarté. Donc, nous sommes sur un marché qui est haussier, on connaît le niveau d'invalidation, la question qui reste, c'est jusqu'où ça peut monter, premièrement, c'est ce qui intéresse tous ceux qui sont dedans, et puis deuxièmement, est-ce que ça va consolider ou est-ce que ça va continuer de monter? C'est les deux questions que tout le monde, enfin que tous ceux qui sont dans Deutsche Börse se posent. Alors, on sort ici notre petite attirail d'outils, d'indicateurs techniques, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un RSI qui rentre en zone de surachat. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a de la force. On voit que le RSI n'est pas du tout suracheté, enfin, qu'il n'est pas sur des zones de tension dans le surachat, puisqu'il peut encore monter à 78. Et puis surtout, on voit que le titre est capable d'emmener son RSI beaucoup plus haut, dans la zone des 86. Donc ça veut dire qu'on a un RSI qui est fort, qui est en surachat, mais qui peut monter beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'on regarde sur le PPO? Où est le niveau du PPO? Il est à 13%. Autrement dit, le cours est 13% au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes. On voit que par le passé, on a eu des écarts entre le prix et la 34 périodes de 17%, de 18% et de 22%. Ça ne veut certainement pas dire que le titre va aller jusqu'à ces bornes de 18 ou de 22% par rapport à sa moyenne mobile. Mais dans la mesure où on a un RSI qui ne montre pas de divergence baissière, dans la mesure où nous avons un prix qui ne montre pas de formation de figure de renversement baissière, dans la mesure où nous avons des moyennes mobiles qui sont toutes les deux haussières et qui se remettent à accélérer, dans la mesure où le prix a consolidé pendant 6 mois avant de repartir à la hausse, on peut légitimement penser qu'il peut y avoir, et puis dans la mesure où les marchés ont beaucoup baissé, enfin 8-10% dernièrement, et que Deutsche Börse n'a absolument pas baissé, tous ces éléments plaident pour un intérêt marqué des investisseurs pour le titre, et donc pour une continuation de la hausse. Alors vous le savez, quand on traite les actions, vous l'avez vu avec Ingenico, une action, ce n'est pas un indice. Un indice, pour qu'il fasse un gap, il faut que toute ou la majorité ou les plus grosses capitales de l'indice gap à la baisse pour emmener tout le marché. Ce n'est pas du tout le cas sur une action. Autrement dit, rien ne peut nous faire penser que ce que je vous raconte, c'est une certitude. Quand on est sur les marchés financiers, il ne faut jamais raisonner en certitude. Jamais. J'ai vu des charts où tout convergeait, où ça paraissait être d'une solidité absolument à toute épreuve et qui ont fait des gaps baissiers absolument horribles sur les actions. Donc, on ne raisonne jamais en termes de certitude. On met toujours un stop qui nous montre où est le niveau qui invalide la structure. Parce qu'une tendance, c'est une structure. Et cette structure, elle tient avec des niveaux qui vont à chaque fois marquer le retour ou l'appétit pour le titre quand il y a eu un pullback. Eh bien, vous le voyez, c'est ici, à 96 € que Deutsche Börse met pour le moment son support de moyen terme. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone de polarité, au-dessus de cette petite conso, au-dessus de ce trading range, au-dessus de cette moyenne mobile à 34 et 65 périodes,
alors a priori, on est dans un marché qui est haussier et on devrait avoir une valeur qui, par ailleurs, fait partie d'un secteur qui est fort. Pour tous ceux qui nous suivent, vous connaissez ma méthodologie d'analyse qui est donc qu'on appelle top-down, c'est-à-dire que je recherche les secteurs qui sont les plus forts, j'essaye de comprendre pourquoi ils sont forts. Quand j'ai identifié les secteurs qui surperforment, je cherche au sein de ces secteurs les actions qui sont les plus fortes. Et bien, c'est typiquement le cas de cette valeur, puisque le secteur financier est fort, et je ne serais pas loin de penser que Deutsche Börse, dans le secteur financier, ça doit être l'une des plus fortes. Donc, c'est vraiment un titre qui attire l'argent, c'est pour ça qu'il monte. Tant qu'on est au-dessus de 96, c'est haussier. Jusqu'où on va? Eh ben, potentiellement jusqu'au sommet historique à 137. Alors là encore, ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une certitude. En tout cas, le niveau historique sur le titre, il était à 137 €. Ça veut dire que ça va évidemment faire des zigzags, ça va monter, ça va consolider, ça va remonter, ça va rebaisser. Mais a priori, compte tenu du contexte global macro et compte tenu de la force du titre, c'est à mon avis, et je peux me tromper, une valeur qui devrait surperformer en 2018, en tout cas qui est bien partie pour le faire. Qu'est-ce qui reste sur le sommaire en fait? On a Rien. tout fait? Non, on n'a pas fait Danone et on n'a pas fait Viacom. On peut les faire très vite. Danone, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans une tendance haussière ultra compliquée. Enfin, ça monte à reculons. Ça monte, ça corrige derrière, ça consolide, ça monte, ça fait un sommet marginalement plus haut, puis derrière, ça repère tout, ça casse le support, et puis derrière, ça remonte, et puis ça rebaisse. Bon. Danone, si on y croit, si on pense pour plein de raisons que c'est une valeur qu'il faut détenir en fond de portefeuille, on est malgré tout sur des creux ascendants, c'est ce que j'ai voulu souligner avec vous aujourd'hui. On est sur des sommets qui montent moins vite que les creux, puisque vous le voyez, on aurait une espèce de wedge qui se mettrait en place. Si je fais tous, regardez à quoi ça va ressembler. Attendez. Voilà, vous voyez, on est sur un marché haussier, ça monte très péniblement, ça monte avec une texture de consolidation. Bon, mais malgré tout, ça monte. C'est Michel qui nous posait la question de savoir sur Danone. On est sur un point potentiel de support, puisque vous le voyez, on a à la fois cette moyenne mobile haussière, et puis cette zone ici qui a été marquée, validée, testée une première fois, qui a renvoyé, qui a stoppé la consolidation précédente et qui a déclenché un rebond. Ben là, pour le moment, on a également un rebond qui se met en place sur cette zone de support. Au-dessous de 62, ça commencera à sentir le sapin. Ça veut dire qu'on peut rebaisser sur 58. Mais tant que ce support tient, ça veut dire qu'on pourrait retourner dans un premier temps sur 67, premier palier, deuxième palier 69, troisième palier 71. Et on a terminé. Oui, juste un œil parce qu'on a encore, il y a Loïc qui voudrait voir Eurofins, Sanofi, Volkswagen, Pomari, il y a le CAC, mais il y a aussi Pascal avec l'euro-dollar. Et comme c'est, on parle toujours de l'euro-dollar, si on fait un valeur, j'aimerais bien juste regarder l'euro-dollar parce qu'on l'entend toujours et c'était tendance haussière toujours, donc ça va très vite. Ça va aller très vite. Attendez, il faut juste que je le retrouve. Alors, sur l'euro-dollar. Attendez, non, je vais aller là. Attendez, excusez-moi, il faut que je fasse une petite manip. Alors, bon, moi j'aime bien Elliott. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est mon travail. Je ne peux pas faire avec vous le décompte parce que, premièrement, il faut des bases pour comprendre ce décompte. Je vais vous donner la conclusion, parce qu'en fait, c'est ça qui vous intéresse. Et puis, je vais d'abord vous expliquer comment on doit interpréter le décompte des vagues d'Elliott. Premièrement, je n'ai jamais un seul scénario.
j'en ai toujours 3. Ça, c'est capital, parce que quand on fait des décomptes en Elliott, on a un scénario central. Tant que ce scénario n'est pas invalidé, on le conserve. S'il est invalidé, on passe au scénario préféré alternatif. Et puis, si le scénario alternatif est invalidé, on passe au scénario numéro 3. C'est comme ça. Ça nous oblige à avoir toujours un plan B en tête. Ça nous oblige à avoir beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Elliott, ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas le Graal, c'est comme tout le reste. Donc, on met en place différentes hypothèses de travail et on réfléchit dessus. Okay, donc, mon hypothèse de travail, que j'ai depuis plus d'1 an et que je vous répète, je pense depuis plusieurs mois à ce webinaire, je suis haussier sur l'euro-dollar. Je suis haussier pour plein de raisons. Pour des raisons macroéconomiques, pour des raisons techniques. Et aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on termine, la conclusion, c'est que, alors pour ceux que ça intéresse quand même, on a fait un webinaire assez complet sur le dollar américain et donc sur l'euro-dollar, je crois il y a 15 jours ou 3 semaines. Allez rechercher sur YouTube, sur la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse et regardez le sommaire. On a fait un gros travail ensemble sur le dollar. Ce que je vous disais sur le dollar, c'est que je pensais qu'il allait avoir une dernière patte baissière et qu'après, il allait remonter. Et donc, sur l'euro, une dernière patte haussière et puis après, il va baisser. Alors, on est en ce moment en consolidation sur l'euro-dollar. On est en train de faire une vague 4. En tout cas, c'est mon hypothèse numéro 1. On est en train de faire donc une vague de consolidation latérale au terme de laquelle l'euro devrait aller chercher un niveau qui tourne autour de 1,26, 1,28. Cette petite droite baissière que vous voyez ici, elle est juste gigantesque de signification. C'est la droite, c'est la ligne de tendance baissière qui remonte à 2009 et qui part à 1,60. Okay, donc, elle arrive ici à 1,27. C'est un canal baissier et l'euro est en train de retourner sur la borne haute de ce canal baissier. Par ailleurs, on a des résistances horizontales qui sont à 1,26, 1,27 qui datent de 2013 et 2014. Et pour terminer, mais je ne vous le montre pas en Ishimoku, en mensuel, on a juste une SSB monstrueuse. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas, à mon sens, mais encore une fois, je peux avoir beaucoup de conviction, beaucoup de passion et je peux me tromper. Mais, on peut se tromper. Pardon ? On peut se tromper. On peut se tromper. Donc, j'ai des arguments techniques, Maus, pour expliquer que l'euro, a priori, ne devrait pas aller dans ce cycle haussier démarré début 2017, au-delà de 1,28. C'est mon scénario. Mais on est en conso, donc on va rebaisser sur 1,22. On peut même aller chercher en conso 1,20. Alors là, tout le monde va dire l'euro rebaisse, etc. Pas du tout. On va aller sur 1,22, peut-être 1,20, et sur 1,20, on va terminer la dernière patte de hausse qui va terminer le cycle haussier de 24 mois sur l'euro sur 1,28. Quand on aura fini ce cycle haussier de 1,28 sur 1,28, on aura terminé la vague 1 sur un horizon de temps de 24 mois. On va faire une vague 2 corrective qui pourra nous emmener sur 1,15, 1,13. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est plusieurs mois. Et puis derrière, on va vraisemblablement commencer une vague 3. Et là, ça va emmener l'euro sur, à mon avis, 1,40. Donc, c'est certainement pas pour les prochaines semaines. Je vous parle de choses sur des horizons de temps très grands, puisque la vague 1, elle fait déjà 24 mois. C'est-à-dire que la vague 2, elle va en faire entre 14 et 15, et on va avoir une vague 3 qui va démarrer donc en 2019, vous l'avez compris. Mais l'idée, c'est qu'on est parti sur un cycle haussier sur l'euro primaire, c'est-à-dire qui va durer plusieurs années, 2 ou 3 années. Et j'en ai terminé. Sur ce mot-là, il est 19h19, on va finir cette webinaire. On a bien dépassé, Falco, 1h20, voilà, c'est notre record, je crois. Exactement, comme le dit bien Pierre, merci encore pour cette excellente prestation et bonne soirée à vous. Ce qu'on vous souhaite aussi une excellente soirée, merci d'avoir resté avec nous.
Il est maintenant le temps de passer au dîner. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et voilà, on se voit la semaine prochaine. Absolument. Je suis très curieux ce que va faire le CAC jusqu'au mardi en fait. Oui, moi aussi. Est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il va remonter? Donc, quel suspense. Ça va être intéressant à voir ensemble. Absolument. Je suis heureux de vous retrouver la semaine prochaine, encore avec notre gentil Laurent. Avec plaisir. Et avec toutes ces explications. Donc, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.